que j'ai commencé à dire, c'est-à-dire l'immense plaisir que j'ai eu à évoquer au mois d'octobre avec les étudiants du Master 2 ce projet de colloque dont le sujet m'est apparu. Alors à l'époque, il n'était pas tout à fait un projet d'actualité, mais m'est apparu comme étant susceptible d'être en perpétuel devenir. De façon assez remarquable, nous étions donc au mois d'octobre, le projet de loi sur les séparatismes dont il était encore question n'avait pas été déposé sous la forme d'un projet de loi confortant le respect des principes de la République. Donc j'allais assez sereinement pour parler à ce moment, sans trop d'hésitation finalement, de la religion à l'hôpital. Et l'idée de parler de religion à l'hôpital était une façon intéressante de toucher à cet intime que nous avons déjà effleuré ce matin, sous un angle peut-être un petit peu plus théorique. J'étais plutôt satisfaite. Mais alors, quelle ne fut pas ma surprise de voir l'intitulé précis de mon intervention se rattacher directement à l'idée de laïcité. Spontanément, je n'aurais pas en effet parlé de laïcité à l'hôpital, d'une part parce que je ne suis pas convaincue que le principe de laïcité colle véritablement aux activités hospitalières, et j'ai de sérieux doutes sur l'existence de ce principe lui-même, quand bien même, et nous l'avons évoqué ce matin avec Maître Gabory, quand bien même il existe désormais une charte de laïcité du service public dont la valeur juridique est de toute façon contestable, en ce qu'elle ne constitue même pas, enfin, elle n'a pas la valeur de droit mou qu'on pourrait voir dans certaines circonstances. Alors j'avoue qu'aussi l'idée de parler de religion m'arrangeait, car si j'ai la possibilité de définir la religion, j'avoue que le concept de laïcité en lui-même est sujet à débat. Il renvoie surtout à des concepts peut-être plus philosophiques, institutionnels, voire politiques, et n'entre pas véritablement dans les schémas définis en ce qui concerne l'hôpital, notamment par la jurisprudence du Conseil d'État. Donc, réflexe de première année, allons consulter le littré. Le littré me dit que ce qui est laïque et ce qui n'est ni ecclésiastique ni religieux, dont acte. Donc, basculons vers le cornu, et le cornu n'est guère plus enthousiasmant puisqu'il évoque, lui, le renvoi à la neutralité confessionnelle de l'État. La laïcité, c'est l'État qui n'est pas religieux. Et d'ailleurs, l'unique exemple donné par le doyen Cornu sur ces questions, c'est celui de l'éducation nationale. Alors, il est vrai qu'on a beaucoup parlé dans les dernières décennies de la question de la laïcité à l'éducation nationale, à la suite notamment de des affaires Keroua, traitant de la question du port du foulard islamique dans les établissements. Le principe de laïcité, si on s'accroche tant à une définition sémantique qu'à une définition plus juridique, va finalement écarter l'intervention du religieux dans la gestion des institutions publiques, et notamment dans la gestion du service public. Cela renvoie donc, si je reste dans le cadre qui m'a été donné, et que je regrette donc tous les jours, à une nécessaire définition de l'hôpital en tant qu'il est un service public. Alors très sincèrement, je suis ici confrontée à un choix idéologique. Dois-je limiter mon propos à l'étude de l'hôpital public en tant qu'il est gestionnaire du service public hospitalier, ou dois-je adopter une approche peut-être un petit peu plus systémique qui justifie que l'on traite le système hospitalier dans sa globalité en tenant compte de l'intégralité des acteurs susceptibles d'intervenir en son sein. En effet, l'évolution législative telle qu'elle procède finalement depuis la loi de 1991 peut laisser penser que l'hôpital ne se limite plus à l'établissement de santé. L'hôpital, de façon générale, suppose que l'on questionne l'ensemble des acteurs, à savoir aussi bien les établissements publics de santé qui sont en charge de la mission de service public hospitalier qui a connu, on sait, un devenir assez fluctuant, mais d'autre part, que l'on interroge aussi les autres structures hospitalières, comme les structures privées, qui d'ailleurs constituent quand même l'essentiel de l'offre de soins en tant que volume, structures privées qui, au début, ont été considérées comme agissant en collaboration avec le service public, à la suite de la loi Boulin de 1970, et qui, plus récemment, se sont vus confier le statut
d'acteurs en charge d'une mission de service public qui justifie ainsi qu'on les inclut dans ce fameux système. Je dois avouer que cette approche globale repose finalement sur, à mon avis, une réalité beaucoup plus fonctionnelle qu'organique, souhaitable au regard de la réalité de ce qui constitue maintenant l'offre de soins sur notre territoire. L'implication de plus en plus grande de l'État dans le contrôle et dans la gouvernance hospitalière fait, enfin à mon avis, lance de façon un petit peu illusoire l'idée qu'il pourrait y avoir deux secteurs hospitaliers. Il y a plusieurs acteurs qui concourent à la gestion d'un même système global. Pourtant, il est vrai que, en ce qui concerne la question de la laïcité à l'hôpital, l'État se détache de cette approche fonctionnelle pour finalement avoir toujours, peut-être de façon un petit peu rhétorique, si ce n'est militante, une approche très organique. Pensons par exemple au guide qui a été produit par l'Observatoire de la laïcité en 2016, guide qui intervient dans un contexte particulier aussi de réattribution aux établissements publics de santé des questions précises, relatives au service public, Mais ce guide, cet observatoire de la laïcité, a produit un guide relatif à la laïcité qui ne concerne justement que les établissements publics. Pourtant, se concentrer sur la question des établissements publics, à mon avis, est une erreur. En tout cas, partir du principe que la santé publique est nécessairement une affaire exclusivement publique est une erreur, et tout d'abord une erreur historique. Il faut en effet comprendre que l'hôpital s'est structuré, les choses ont bien évidemment changé, mais s'est structuré autour de son rapport à la religion. Car si la question de la laïcité renvoie finalement à la non-immixtion des clercs, on s'aperçoit que ce refus d'immixtion du clerc dans la gestion d'une activité ne correspond pas du tout à ce qui s'est passé d'un point de vue historique dans la construction de notre système hospitalier. Les clercs et le clergé ont en effet été très rapidement amenés à intervenir en matière sanitaire, non pas comme organe de régulation, ça c'est une compétence de police sur laquelle l'État a toujours eu la main, mais en termes d'acteurs, un acteur destiné à pallier les carences étatiques qui n'avaient pas vocation à exister de toute façon, mais un acteur qui s'est emparé d'un sujet laissé par un État qui était limité à ses activités essentielles, enfin ses activités régaliennes. Deux exemples. Historiquement, c'est en effet l'Église qui s'est occupée la première de la formation des personnels médicaux, notamment en organisant un contrôle au sein des communautés monachiques, qui a anticipé très largement la constitution des systèmes corporatistes de formation et le basculement sur une formation universitairo-corporatiste, on va dire. Concomitamment, c'est aussi l'Église qui s'est occupée de la mise en place de la gestion sous l'angle de la charité, de l'indigence, indigence qui n'était pas portée dans sa gestion justement par l'État, mais que l'État a regardé, pour lequel l'État a regardé d'un très bon œil cette intervention de l'Église, qui a fait de la charité un outil essentiel de prise en charge des populations les plus modestes. On s'aperçoit, alors si la question de la formation a rapidement basculé avant la fin du Moyen-Âge dans une approche beaucoup plus technique et professionnelle, ce qui d'ailleurs n'est pas tout à fait fini, eh bien, l'action de l'Église, en revanche, est maintenue en matière de gestion de l'indigence pour évoluer après, effectivement, vers la bienfaisance ou l'insistance, mais pas avant, on va dire, ce moment particulier qui est la Révolution française. Il est vrai que l'Église et son action se justifiaient d'une part comme étant une réponse à un état de nécessité. Il y avait carence de l'État, en tout cas, la carence supposerait une compétence reconnue, ce qui n'était pas le cas, mais en tout cas, il n'y avait pas d'action de l'État à travers une approche extrêmement individualiste du soin. Mais en dépit de cette absence d'activité de l'État, il est clair que la préservation de l'ordre public induite justement par la gestion de l'indigence était très largement portée par l'État, qui a ainsi favorisé l'implication de l'Église dans ces questions.
Je vous renverrai. Alors ça, j'avoue que je compte beaucoup sur la production écrite qui me permet de faire rentrer à peu près tout dans un moule qui m'est bien trop petit aujourd'hui, mais je vous renverrai notamment aux travaux de Foucault sur la construction de l'hôpital qui jongle avec cette idée que l'hôpital soigne, mais avant tout une structure d'exclusion et de préservation de l'ordre social. En plus de cet état de nécessité, il est clair que l'Église a très rapidement voulu contrôler le rapport au corps, le rapport aux soins, et aussi contrôler la pratique médicale afin de s'assurer qu'elle corresponde pleinement à ces impératifs sociaux de gouvernance finalement de la société, d'une société très influencée par les principes et notamment les principes chrétiens. Donc si l'on part du principe que la laïcité écarte les clercs, historiquement on pourrait penser que le moment laïque c'est la Révolution. Alors la Révolution au sens dollar, hein, pas au sens de Tocqueville. C'est la Révolution qui va faire naître un courant qui ira d'ailleurs bien au-delà de la laïcité, qui est un véritable courant anticlérical, anti-religieux, qui consacre le principe d'une confrontation politique avec l'Église et qui veut que les évolutions institutionnelles conduisent à un départ de l'Église de la sphère de la charité. Alors, il y a déjà eu discussion à partir des gouvernements Turgot, mais très clairement d'Allard le Chapelier, la disparition des congrégations vont être portées par le mouvement révolutionnaire, à minima au début, car les premières dispositions de 1790 ne tiennent pas, enfin refusent refuse de supprimer les ordres hospitaliers, d'ailleurs refuse de façon générale de supprimer les ordres séculiers, mais avec le décret du 18 août 1792, les ordres séculiers disparaissent définitivement, les congrégations ont quitté l'hôpital, avec toutes les conséquences absolument dramatiques que ça va engendrer en termes de santé publique. En réalité, ce moment révolutionnaire ne correspond pas à une rupture, mais plutôt un languissement de l'État français qui a vu son gallicanisme se radicaliser. En effet, cette idée d'une séparation de l'État avec le religieux est un mouvement qui est né avec Philippe IV le Bel et l'émancipation de la France de la tutelle de l'Église. Les monarchomaques et à leur suite d'autres juristes reprendront cette idée développée par le Nouveau Testament selon lequel le royaume de Dieu n'est pas le royaume des hommes et qu'il importe de séparer l'Église en tant qu'organe spirituel du fonctionnement des institutions régaliennes et régulières. Cette situation du gallicanisme est en même temps très paradoxale. D'un côté, on va justifier le pouvoir à travers le religieux et la monarchie de droit divin, mais de l'autre côté, on refuse de façon caractérisée que ce religieux s'immisce dans la gestion du temporel. Et il y a une véritable indépendance vis-à-vis du pouvoir religieux. Le pouvoir religieux n'a pas finalement à s'immiscer dans un quotidien administratif. Il est vrai que d'une certaine manière, ce développement d'une autonomie de l'administration, même si le terme d'administration est quelque peu anachronique, ce mouvement d'autonomie de l'administration s'appuie sur l'idée que la préservation de l'ordre public suppose une hégémonie de l'État qui seul est finalement à même de s'assurer d'une régulation sociale efficace. Alors, cette idée a été confortée par la suite. Pensons à l'article 1er de la Constitution de 1958 qui définit la République comme étant laïque. Quels sont les textes qui confortent cette idée? Des textes à visée institutionnelle, des textes qui portent surtout sur l'organisation de l'État. Mais à aucun moment, pour le moment, la laïcité n'est vue comme une question n'est vue comme concernant le service public, en tout cas comme constituant une règle du service public, d'une part, et d'autre part, la laïcité me semble tout à fait, de toute façon, difficile à appréhender dans le cadre particulier du secteur hospitalier. Donc tout d'abord, la laïcité n'est pas un principe du service public. Alors certes, la laïcité est constitutionnellement garantie. Le projet de 1905 se veut comme un projet de rupture et comme un projet idéologiquement très marqué. J'aurais aimé évoquer avec vous Ferdinand Buisson, mais bon, nous n'aurons pas le temps de trop creuser cet aspect des choses, mais très clairement, la laïcité est vécue comme un facteur d'émancipation du citoyen.
Je vous renvoie aux études de Bobéro sur la laïcité qui montrent d'ailleurs qu'il y avait à ce moment-là de véritables hésitations sur ce à quoi renvoyait ce concept, mais il est clair qu'il est un concept d'émancipation et de libération. Cela ne veut pas dire que la laïcité, pourtant, et je pense que c'est très important, car nous avons été tous influencés par une lecture probablement partisane du concept, cela ne veut pas dire pour autant que la laïcité génère une situation d'exclusion du religieux. Bien au contraire, et de ce point de vue, la Constitution de 1958, mais je pense aussi à l'évocation que nous avons eue tout à l'heure de la CEDH, la Constitution de 1958 va opérer cette conciliation de principes que la loi de 1905 avait finalement posé, mais à minima. La laïcité est avant tout l'expression de la liberté de conscience qui suppose la neutralité de l'État dans son fonctionnement. Ce sont des principes qui sont continuellement et régulièrement réaffirmés depuis donc 1905 et surtout depuis 1958, dans des sources extrêmement différentes. La France est donc bien un État laïque. Ce principe est posé par la Constitution, consacré par le Conseil constitutionnel, qui a d'ailleurs accepté de renouveler cette approche par le prisme de la QPC, puisque en 2013, le Conseil constitutionnel a admis que l'on puisse invoquer, à l'occasion d'une QPC, le principe de laïcité. Deuxième remarque, ce principe participe de son identité, c'est-à-dire qu'elle participe de la définition d'une sorte d'ordre public immatériel, peut-être bien plus que la morale, dont on s'est aperçu récemment que finalement, elle n'était pas un élément constitutif de l'ordre public. Je ne pense pas. Pensons par exemple à l'ensemble des décisions relatives, alors par exemple aux crèches, pensons aussi aux repas différenciés dans les écoles, où très clairement, on met en avant cette idée de laïcité comme étant un outil du vivre ensemble. Même s'il était de vivre ensemble, ne veut pas dire grand-chose à mon avis. Et la dernière jurisprudence du Conseil d'État, je passe mon temps à dire que rien ne veut dire grand-chose, c'est désagréable, mais c'est que malheureusement, nous avons tendance en droit administratif à glisser un petit peu vers des bavardages qui ne sont pas assez conceptuels. Pensons, alors, pour revenir à ce sujet, pensons à la dernière décision du Conseil d'État, un peu floue dans ses motivations, mais qui écarte délibérément l'obligation que l'on a d'envisager des repas différenciés à l'école, justement en mettant en avant cette idée alors de laïcité, mais surtout de neutralité. Alors, il s'ensuit des jurisprudences abondantes, des positions administratives variées, qui d'ailleurs mettent en difficulté les gestionnaires de services publics, pour constater que certains services publics se voient confrontés justement à cette question de la laïcité, l'école, la prison, l'hôpital, sachant que le juge tente désespérément d'envisager une typologie qui permette de clarifier les choses, en distinguant par exemple service public obligatoire et service public facultatif. Enfin, dernière remarque sur cette consécration textuelle, on s'aperçoit, mais nous l'avons déjà dit, que la laïcité et cette identité constitutionnelle portant la laïcité ne contrarient en rien les objectifs européens et notamment les objectifs tels que portés par la CEDH. La CEDH, dans une jurisprudence abondante, a consacré le principe de neutralité nécessaire de l'agent dans l'exercice de ses missions de service public. Il l'a fait en 2001 avec la jurisprudence d'Alab. La CEDH a aussi consacré l'idée selon laquelle il était tout à fait envisageable d'exclure qu'un agent hospitalier ne porte pas de signes religieux distinctifs, justement au titre de cette laïcité. Et là encore, affirmation récente de la CEDH en 2015 avec la jurisprudence Ebrahimian. Il s'ensuit la reconnaissance d'un principe qui est néanmoins en ombre chinoise, puisque la laïcité n'est pas reconnue en tant que telle, en tout cas pas du tout sacralisée dans la jurisprudence administrative. On en parle dans la Constitution, le Conseil constitutionnel la porte, mais pas de référence explicite dans la jurisprudence administrative. Puisque le juge administratif va consacrer un seul concept, qui est celui de la neutralité. Sacralisation constitutionnelle, mais pas de consécration administrative. Le choix du respect de la neutralité est en effet au cœur, finalement, des enjeux conceptuels posés par le juge administratif, qui d'ailleurs tire cette idée d'une lecture tout à fait objective de la loi de 1905 et de la Constitution, en consacrant
la neutralité de l'État face aux religions. Mais le Conseil d'État ne tire pas du principe de laïcité proclamé à cette occasion l'existence d'une neutralité en matière de service public. S'il existe en effet une neutralité du service public, c'est en tant qu'elle procède de l'égalité devant le service public, qui est elle-même la conséquence de l'égalité devant la loi. La neutralité se justifie par un traitement objectif des usagers, ne pas tenir compte finalement des différences, afin de lutter contre tout risque de discrimination ou de partialité. Mais à aucun moment, la différenciation faite, enfin le refus d'une distinction faite entre les usagers est envisagé par le Conseil d'État comme justifié finalement par une quelconque laïcité. Pourtant, on s'assure d'un fonctionnement neutre du service. Neutralité du service, c'est la neutralité que l'administration doit avoir dans le recrutement de ses agents qui ne doivent pas être impactés par les opinions religieuses ou confessionnelles ou politiques. Pensez à la jurisprudence Barrel. Neutralité aussi vis-à-vis des usagers qui peuvent, et nous en avons parlé de façon très intéressante tout à l'heure, qui peuvent tout à fait voir leur situation individuelle traitée dès lors qu'il n'y a pas atteinte au bon fonctionnement du service public. Neutralité aussi dans les rapports entre les agents et les usagers et dans la gestion de carrière des agents. C'est l'avis Marteau de 2001, qui exige ce problème de neutralité de gestion de la carrière des agents. Et plus rapidement, c'est ce que nous disions tout à l'heure, docteur Cousin, ce principe de neutralité va aussi justifier que l'on exige un comportement neutre de l'administration, mais exclusivement quand elle est dans son rapport avec l'agent. Je pense à une décision de 2013 de la Cour de cassation, Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, qui a exclu le fait qu'un agent du service public puisse porter un signe religieux distinctif lorsqu'il était en contact avec les assurés. Notant qu'ici, il est intéressant de voir que cette exigence de neutralité concerne un service public, la sécurité sociale, géré par une personne publique. Je vous renvoie à vos tablettes historiques, Caisse primaire des protections 1938. Ce qui veut dire que cette neutralité passe nécessairement par l'idée de liberté religieuse. La liberté religieuse, elle est reconnue dans l'exercice, enfin dans la situation du patient, par exemple à l'hôpital, dans sa capacité à gérer sa foi. Elle est reconnue aussi dans la gestion des personnels, puisque quand bien même ils doivent être neutres dans leur positionnement vis-à-vis d'usagers et du fonctionnement du service public, les personnels conservent leur liberté d'expression. Ils ont la possibilité aussi de se voir reconnue une capacité à pratiquer leur culte. Pensons par exemple aux BO des différents ministères qui établissent la liste des fêtes susceptibles d'être considérées comme jours chômés au sein de ces mêmes ministères. Cette neutralité constitue donc un élément de prise en compte du fait religieux qui ne peut pas être exclu du phénomène hospitalier. Alors, prise en compte du fait religieux qui soulève donc la question de cette laïcité à l'hôpital. Alors, j'irai assez vite, mais la laïcité à l'hôpital ne peut être envisagée qu'à travers les particularismes de la structure de soins elle-même. Laïcité de l'État et neutralité du service public donc se retrouvent bien dans le fonctionnement du service hospitalier. Vis-à-vis des agents, nous l'avons déjà dit, pas de discrimination de recrutement, pas de discrimination dans la carrière et devoir de neutralité. Cependant, la liberté, on peut se poser la question de savoir si cette neutralité de l'agent peut être portée de la même façon dans les établissements privés d'intérêt collectif qui sont la plupart du temps animés d'un projet confessionnel, en tout cas historiquement. Le principe du respect des croyances de chacun, renvoyons à la charte de la personne hospitalisée, s'impose à ces ESPIC sans que ceux-ci ne se voient interdit toute manifestation du religieux. Alors, à l'inverse, que les établissements publics de santé sont, eux, garants du respect du culte et doivent s'assurer du respect de tous les cultes.
Il n'y a rien de remarquable. Finalement, le statut de la fonction publique dans les établissements publics de santé encadre ce principe de neutralité et finalement, les modalités de fonctionnement des ESPIC reposent sur le respect de l'agent qui justifie une neutralité vis-à-vis de l'usager. Donc l'agent en lui-même, je dirais, l'agent hospitalier ne connaît pas de statut dérogatoire dès lors qu'on regarde les principes posés en matière de fonction publique. En revanche, l'usager de l'hôpital n'est pas n'importe quel usager. Il est tout d'abord l'usager d'un service clos. Un parallèle peut être fait avec la prison ou, dans une certaine mesure, avec l'école. Alors, un parallèle pour lequel on ne peut pas aller trop loin, cependant. Notons en effet un service clos qui a connu une évolution depuis 1995, dans la mesure où le juge administratif s'est reconnu la compétence de creuser un petit peu plus, justement, l'étude et le contrôle des actes de cette administration. Mais un service qui, bien que contrôlé, suppose la préservation d'un ordre interne nécessaire à son bon fonctionnement. Ce qui soulève d'ailleurs aussi dans cette idée d'ordre suppose aussi quelque part qu'on lance une réflexion sur les pouvoirs du chef d'établissement, mais ce n'est pas l'objectif. C'est un petit peu ma monomanie de la police administrative que je vois un petit peu partout. Ce service, en tant qu'il est un service clos, il cumule les fonctions aussi bien de structure de soins que de lieu de vie. Et là est tout le problème de l'hôpital. N'oublions pas que la chambre du patient se retrouve à avoir le statut du domicile. Je vous renvoie à la jurisprudence Chantal Nobel de la Cour d'appel de Paris de 1986, qui justifie finalement qu'on assimile ce lieu de vie au véritable domicile du patient. Espace où il aura donc la possibilité de voir garanti le respect de sa vie privée, Code de la santé publique L1111-10-4, respect de la vie privée qui conduit notamment à la liberté de culte et à la possibilité que le patient intervienne, ait une pratique religieuse au sein de cette chambre. La loi de 1905, va conforter finalement cette considération du particularisme de l'hôpital en reconnaissant, au-delà de la chambre, la possibilité de consacrer finalement au sein des hôpitaux, de consacrer au sein des hôpitaux des espaces dédiés aux religieux. C'est notamment la création des aumôneries et des aumôniers. L'idée même que l'on ait créé les aumôniers, et nous aurons le plaisir d'en parler tout à l'heure, l'idée même que l'on ait créé l'aumônerie est bien la reconnaissance dès 1905 du besoin d'instaurer dans l'hôpital, et notamment dans l'hôpital public, une structure, un acteur destiné à favoriser le respect de la liberté religieuse. D'ailleurs, la charte des aumôneries de 2011, alors je serais très malhonnête en lui consacrant une valeur que je n'ai pas reconnue à la charte du service public, mais bon, la charte des aumôneries de 2011 fait de l'aumônier un acteur de la prise en charge sanitaire. Ça n'est pas innocent, puisque celui-ci peut en effet être amené à accompagner l'équipe médicale dans la fin de vie ou alors dans le refus de soins. Nous n'avons pas eu le temps de trop causer la question ce matin. Donc, l'usager est l'usager d'un service clos. Deuxièmement, c'est un usager en plus, et nous terminerons par là, qui est titulaire de droits particuliers en tant qu'il est un acteur de sa prise en charge. N'oublions pas que la loi Kouchner de 2004 a eu à cœur de faire de l'usager un acteur de son consentement, un acteur de son information, au point qu'il n'est pas passif mais bien responsable de sa propre prise en charge. Et c'est donc la preuve que l'usager de l'hôpital n'est pas n'importe quel usager, au point que l'on puisse considérer l'hôpital public comme un service public pour lequel la laïcité ne peut pas être entendue de la même façon. Déjà, dans ce service public, on voit renforcer la valeur de la liberté d'expression et de la liberté de conviction comme participant, comme étant un élément susceptible d'influer sur la décision médicale. N'oublions pas d'ailleurs que l'usager est considéré comme coacteur, ce que nous avons évoqué ce matin. D'autre part, le fait religieux peut ne pas être perçu comme étant nécessairement dysfonctionnel. Bien au contraire, les soignés sont des hommes avec des convictions, des idées, des opinions, et la prise en charge, le fait de tenir compte de ces convictions, de ces idées, de ces opinions, participe de leur compréhension et de leur implication dans leur prise en charge.
On s'aperçoit que là, on est un peu, on est un petit peu dans une logique différente justement des autres lieux clos, puisque si à l'hôpital le fait religieux apparaît comme étant finalement éventuellement un moteur de la prise en charge individuelle, dans d'autres cas, le fait religieux et l'ambition que l'on a de le gommer à travers une forme de neutralité et notamment de laïcité participent plus que de la valorisation de l'usager, de la protection du système. Je pense par exemple aux prisons, où l'ambition de laïcité est là surtout comme un acteur un outil de police administrative. Or, il est clair que la question du devenir de cette neutralité, qui donc laisse une place très forte aux religieux dans l'hôpital, soulève question et sincèrement pose la question de savoir si oui ou non il va perdurer. En effet, dans le projet de loi confortant les principes de la République, l'article 1er évoque l'existence d'un principe de laïcité et de neutralité du service public pour toute structure de prise en charge. C'est une nouveauté car jamais, aucun texte n'a évoqué clairement, aucun texte ayant une valeur contraignante, je rejoins le propos de Maître Gabory, aucun texte n'a jusqu'à présent fait état d'un principe de laïcité du service public. C'est une nouveauté et on pourrait presque parler d'une naissance. Deuxièmement, ce texte de loi, ce projet, tel qu'il est actuellement discuté, envisage la laïcité comme s'imposant à tous les établissements, y compris les établissements en charge d'une mission de service public. Il s'ensuit qu'il n'y aura pas de manifestation des opinions, alors des agents, oui, mais on peut se poser, pas de manifestation des opinions des agents, et finalement, souci, et c'est tout à fait légitime, d'une égalité de traitement des usagers entre eux. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Mais que va-t-il rester de ce texte actuellement en discussion? En effet, quelles vont être les conséquences sur la gestion des structures privées, pour lesquelles l'idée de neutralité est, ma foi, tout à fait portable, alors que celle de laïcité, qui ne semble pas véritablement définie par le législateur ici, est susceptible de soulever difficulté. Alors, sous prétexte de régler finalement un problème d'ordre public, qui est peut-être conjoncturel et qui est peut-être un peu épidermique, on risque de tomber dans des excès que l'on peut peut-être qualifier de liberticide. Vous remarquerez d'ailleurs que je mets beaucoup je prends des gants, je ne sais pas du tout où nous en sommes. En tout cas, je pense qu'il faut être inquiet. Pourquoi? Parce que la laïcité ne doit pas être vécue comme elle le fut pour nos arrière-grands-parents, comme une guerre de tranchées entre laïcards excessifs et grenouilles de bénitier. La laïcité est notre identité, notre capacité à tolérer l'autre, à accepter que l'on puisse croire ou ne pas croire. L'essentiel, et pour moi c'est la chose la plus importante, l'essentiel étant que l'État ne se charge pas de dire ce qui doit être cru ou pas. Et comme toujours, je réussis à caser Napoléon. Ça, c'est une petite blague vis-à-vis de mes étudiants, qui disait tout simplement « On ne peut pas traduire la conscience d'un homme à aucun tribunal et aucune personne n'est comptable des opinions religieuses envers aucune puissance terrestre, y compris envers la puissance hospitalière. Je vous remercie et je crois que j'ai à peu près tenu le délai. Merci beaucoup. Je me retire la parole. Alors, quid des chapelles, lieu de recueillement au sein de certains hôpitaux? L'hôpital peut-il toujours ignorer le fait religieux? Eh bien, moi, je crois qu'il ne faut pas. Je crois qu'il ne faut pas, justement. Alors, déjà, l'avantage, c'est que justement, la loi de 1905, que nous avons un petit peu tendance à lire de façon radicale en n'allant pas jusqu'au bout de la loi, mais la loi de 1905 prévoit de façon explicite un statut, alors je dirais aussi bien des aumôniers que des aumôneries. Et les lieux sont eux-mêmes envisagés comme étant possibles. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de créer une chapelle, mais si la chapelle existe, il n'y a aucune objection à la maintenir. D'autre part, casser les statuts, c'est pas terrible, quoi. Il est vrai qu'il y a historiquement
une implication du religieux dans la structuration des entités hospitalières. Alors, qu'est-ce qui est le plus embêtant? La présence de lieux de recueillement, qui peuvent d'ailleurs être ouverts à toute personne. Je sais que dans de nombreux hôpitaux auxquels je travaille, les aumôneries sont partagées et conjointes, et en fonction des offices, on change de gris-gris. Je pense que c'est à mon avis le travail le plus rationnel possible, et j'espère que l'aumônière que nous verrons cet après-midi nous précisera un peu les choses. Le statut matériel de ces lieux est prévu et encadré. Si l'hôpital public doit ignorer la manifestation du religieux, je crains malheureusement que l'on voit disparaître les crucifixes de Notre-Dame du Bon Secours. Non pas que j'y sois particulièrement attachée, je suis protestante, mais ça fait partie aussi de l'histoire des lieux, de l'identité des lieux et de ce qui peut-être a conduit les personnels de ces lieux à travailler au sein de ces structures. Selon vous, alors excusez-moi, quid selon vous de l'application du principe de neutralité aux établissements chargés d'une mission d'intérêt général ou des établissements subsidiés et leurs travailleurs? Je vous remercie d'avoir parlé de principe de neutralité. L'idée de neutralité dans les établissements chargés d'une mission d'intérêt général est tout à fait applicable et confortable. On tient compte du fait religieux. Il ne peut pas y avoir d'atteinte à la neutralité. Ça veut dire pas de positionnement des personnels dans une logique prosélyte. Et surtout, on parlait de pragmatisme tout d'abord. Ayons justement une limitation pragmatique de ce qui peut être fait ou ne pas être fait. Il ne s'agit pas de nier le phénomène religieux, mais simplement de s'assurer que l'identité religieuse n'aboutisse pas à une forme de prosélytisme ou d'endoctrinement. Quelles actions mener lorsqu'un professionnel de santé refuse de retirer un signe distinctif? Ah bon, alors là, il n'y a pas de problème. S'il est dans la fonction publique, c'est pas possible. Il est mis à pied. C'est une faute. Alors, un agent de l'État n'a pas la possibilité de porter de signes distinctifs, dès lors qu'il est en contact du public. Ne pensez-vous pas que les établissements privés se calent sur les dispositions édictées par les établissements publics? Maître, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que ça fait peur, parce que les contentieux font peur. Alors les contentieux ne sont pas légion. Et là, je rejoins un peu Maître Gabory. Les contentieux en matière de laïcité sont des contentieux d'arrière-garde sur des points particuliers, notamment la question des repas confessionnels, etc., qui finalement en général se résolvent très bien, puisque dans la mesure où l'hôpital est un espace clos où finalement l'usager n'a pas la possibilité d'aller ailleurs pour se sustenter, le repas confessionnel doit tout à fait être envisagé. Mais il est clair, enfin je suis intimement convaincue que de façon générale, les établissements privés sortent une espèce de parapluie destiné à les protéger, et qu'ils ont une tendance à une neutralité, peut-être en trahissant un peu leur histoire. Voilà. J'attends les instructions de la coordination technique. Ah oui, alors je dois conclure. Eh bien écoutez, je pense que nous avons bien travaillé. Nous avons touché à des sujets variés, des sujets complexes, mais des sujets qui nous ont laissé sur notre faim, sans aucun mauvais jeu de mots. Et j'avoue que j'ai hâte de passer à la deuxième session, car j'ai l'impression que nous n'avons fait qu'effleurer certaines thématiques. En effet, nous avons posé un cadre, il nous faut maintenant rentrer dans le concret et envisager ce qu'est un patient, finalement, un patient croyant ou non croyant au sein de l'hôpital. C'est ce que nous verrons cet après-midi. Je vous invite donc à aller vous sustenter, mais surtout à revenir à 13h25 tapante pour que nous puissions régler tous les problèmes techniques et recommencer à travailler. Vous n'avez aucune excuse, les restaurants sont fermés, les rues aussi, donc un sandwich et dans 1h20, nous nous retrouvons. Merci à tous et j'aurai le plaisir donc de céder ma place à Monsieur Roulet cet après-midi, qui reprendra le flambeau pour mener à bien cette journée. Merci à tous et à cet après-midi. Au revoir.